On va faire un... Monsieur le préfet, Madame la sous-préfète, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur Fabien Boulet, Monsieur Carmon, Monsieur Jean Payan, Messieurs les maires, merci pour... On n'entend rien. Merci pour votre présence ce soir. La réunion publique va être sur un format de 90 minutes. Fabien, à la fin de la soirée, aura le plaisir de vous dédicacer ses ouvrages si vous le souhaitez. Et je vais souhaiter une très bonne soirée à vous tous. Et je passe la parole à Pierre Dumont. Merci, Pascal. Monsieur le préfet, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le député qui n'est pas encore arrivé, Monsieur le président de l'association des maires de l'Indre, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs, permettez-moi, au nom du collectif Indre Énergie Responsable, de vous renouveler mes remerciements pour votre présence et pour l'attention que vous portez à l'action de notre collectif. Avant tout, qu'on ne se méprenne pas. Les associations membres du CIER sont toutes convaincues de l'urgence de lutter contre le réchauffement climatique, contre la disparition de la biodiversité et pour la protection de la ruralité, du bien-être de notre département, de son économie, de ses paysages et de tout ce qui fait du Berry une terre accueillante où il fait bon vivre. Mais nous sommes aussi des gens sensés qui constatons avec effroi que les remèdes proposés sont souvent pires que le mal. Et que certains de ces remèdes prétendus répondent davantage à de triviales préoccupations d'argent qu'à de vrais objectifs écologiques. Est-il cohérent, en effet, au nom de la promotion des énergies renouvelables, de couvrir notre département d'éoliennes qui tuent la biodiversité, massacrent les oiseaux et les chauves-souris, bétonnent nos terres agricoles, saccagent nos paysages et nuisent à la santé des riverains? Est-il pertinent, alors que nos élus s'efforcent de renforcer l'attractivité de l'Indre par le biais notamment de l'Agence d'attractivité de l'Indre ou des petites villes de demain, de développer des paysages de cauchemar comme ceux que les éoliennes ont infligés à la Champagne-Berrichonne? Pensons-nous raisonnablement inciter des médecins, des entrepreneurs, de jeunes ménages à quitter leur ville pour venir vivre une vie de rêve en Berry, sous les pales protectrices, les flashs et les infrasons des éoliennes? Est-il permis d'instruire des projets de parcs éoliens au pied de la collégiale de Legroux du château de Valençay, chef-d'œuvre emblématique du patrimoine de l'Indre? Est-il permis de saturer encore davantage les secteurs d'Issoudun et de Vatan, au risque de donner à penser que la Champagne-Berrichonne est bonne à être sacrifiée puisque déjà victime d'un mitage à grande échelle? Est-il normal que les décisions, très souvent sages, de nos préfets successifs, qui connaissent, eux, notre département, soient systématiquement annulées par les tribunaux? Est-il à droit à cet égard que l'État promulgue des lois qui permettent aux juges de bafouer l'autorité de ses représentants? Est-il tolérable dans un pays prétendument démocratique qui ne soit tenu aucun compte de l'avis de nos élus, de celui de nos maires en particulier, ou des enquêteurs publics dont les rapports sont souvent sérieux et admirablement documentés? Est-il acceptable que les demandes répétées des présidentes de notre département portant sur un moratoire sur l'éolien restent lettre morte? Est-il judicieux, à l'heure où la France souffre de tant de fractures sociales, de tensions, d'incompréhension, d'attiser la discorde dans et entre les communes et la jalousie entre celles et ceux qui bénéficieront de la manne éolienne
et celles et ceux qui n'auront rien, sauf les nuisances et la dépréciation de leurs biens. Est-il cohérent, alors que nos ministres successifs viennent prêcher chez nous l'acceptabilité de l'éolien, de dérouler un tapis rouge sous les pas des promoteurs, notamment par cette loi portant accélération des énergies renouvelables, inopportunément votée par les 2 sénatrices de l'Inde? Est-il habile, enfin, lorsque le très officiel Office français de la biodiversité, relayé par Indre Nature, lance un projet nommé Renaissance du bocage du sud de l'Indre, de prétendre planter des éoliennes au corps même de ce bocage, à Orcelles, Montchevrier, Lourdoué-Saint-Michel, Maillet, Bussière-d'Aillac et c'est là un comble, dans le parc naturel régional de la Brenne. Il y a là une absurdité, un cynisme et un gâchis inacceptables. Nous, collectif Indre Énergie Responsable, pensons que saccager les paysages, la biodiversité, détruire le cadre de vie des berrichons, réduire à néant les efforts de promotion du tourisme ne sont pas les meilleurs moyens de créer un avenir meilleur pour l'Indre et ses habitants. Si nous baissons les bras, si nous acceptons cette déferlante éolienne dans l'Indre, je rappelle que 100 éoliennes sont en cours d'instruction, qui s'ajouteraient aux 172 éoliennes déjà en fonctionnement ou autorisées, et aux 170 éoliennes dont les projets sont annoncés, notre département deviendrait la poubelle éolienne de la région centre. C'est tout cela que nous combattons. Notre combat est légitime et urgent. Mais le CIER n'est pas seulement un acteur du simple refus. Il se veut aussi une force de dialogue et de proposition pour faire avancer une transition énergétique raisonnable et responsable pour le bien-être de tous et des générations futures. C'est pour cela qu'il se réjouit de votre présence ici ce soir. Pourquoi la géothermie, énergie verte par excellence, est-elle négligée dans le mix énergétique? Ne s'agit-il pas d'une énergie souterraine, renouvelable et non intermittente? Son potentiel est considérable. Pourquoi ne consacrons-nous pas au photovoltaïque et à l'agrivoltaïque les 150 000 hectares de friches industrielles dénombrées sur le sol de France ou les terres infertiles, comme le préconisait un rapport parlementaire en 2018? Pourquoi ne renforçons-nous pas les barrages hydroélectriques et ne développons-nous pas les petites centrales sur les très nombreux cours d'eau que compte notre département? Pourquoi, sur des sujets aussi clivants et générateurs de tensions, n'osons-nous pas des votations citoyennes? Lorsqu'une commune implante des éoliennes chez elle, certains maires reprochent aux voisins d'avoir entravé leur possibilité de ces installations. Ce qu'ils ne disent pas, c'est que les éoliennes qu'ils auront installées chez eux porteront préjudice à 10 communes aux alentours. Et c'est là-dessus qu'il faut que vraiment nous ayons une concertation citoyenne. Pour conclure, je ne résiste pas à citer un ancien ministre de la Culture qui s'indignait déjà en 2014 de la défiguration de la France. Des générations ont façonné le paysage de la France. Pour éviter que la nôtre ne la défigure plus longtemps, alors que le concert des intérêts à court terme est assourdissant, nous devons réveiller notre capacité à embellir notre pays. Mobilisons-nous pour protéger notre environnement, nos paysages, soutenons les élus qui se battent pour les préserver, faisons pression sur ceux qui veulent les brader à d'autres intérêts. Nous avons le droit de vivre dans un environnement harmonieux, nous avons le droit de résister à ceux qui nous agressent. La loi est dans notre camp. Et enfin, je citerai Victor Hugo, que j'aurais tant aimé voir ici ce soir et qui écrivait déjà en 1815 « Il faut arrêter le marteau qui mutile la face du pays. La destruction d'un édifice historique ou d'un paysage ne doit pas être permise à ces ignobles spéculateurs que leur intérêt aveugle sur leur honneur. » Je cite Victor Hugo. Misérables hommes, et si imbéciles qu'ils ne comprennent même pas qu'ils sont des barbares. Je vous remercie. Très bien.
laisser la parole. Mais avant de vous laisser la parole, j'aimerais vous relater une expérience que j'ai vécue, ça fait 2 mois. Donc j'ai dû me déplacer, voilà 2 mois, en Allemagne, au cœur de l'Allemagne, dans une ville qui s'appelle Bad Pyrmont. Et donc j'ai pris un véhicule, 1500 km, enfin 1100 km exactement. Et donc j'ai traversé la Belgique et arrivé à la frontière allemande dans plusieurs centaines de kilomètres. En fait, j'ai vécu ce que je peux vivre quand je vais à Bourges et que je traverse Saint-Georges-Champ. Mais le plus terrible pour moi, ça a été à mi-parcours, une XXX, je termine par un L, centrale à charbon, à ciel ouvert. Et donc l'autoroute traverse cette zone, et à 2 km face à cette méga structure à ciel ouvert, vous avez donc les centrales à charbon qui vont produire l'électricité. Alors le plus étonnant, c'est que lorsqu'on arrive en Allemagne, au cœur de l'Allemagne, on a plus de relief, on ne peut pas échapper aux éoliennes. Par contre, il y a des prairies, il y a des élevages, et là vous avez des Allemands qui mettent des banderoles, qui mettent des affiches, on arrête l'éolien. Donc ça c'est arrivé Bad Pyrmont, retour en France 4 jours après, départ 4h30 du matin, et donc là vous imaginez ce qui s'est passé devant moi la nuit, sur plusieurs centaines de kilomètres, avec des lucioles qui n'arrêtaient pas de clignoter sur un horizon à 360 degrés. Et ma question c'est comment l'Allemagne a pu en arriver là. Merci beaucoup Pascal. Merci aux associations locales de m'avoir convié ce soir, et merci à tous les élus, les autorités constituées d'être présents. Je voudrais préciser une chose. J'ai écrit 3 livres sur l'énergie. Le premier sur les éoliennes, la face noire de la transition écologique. Le second, nucléaire, les vérités cachées. Et le troisième, guerre de l'énergie au cœur du nouveau conflit mondial, qui est sorti il y a 2 mois. Jamais je n'aurais imaginé, il y a 13 ans, lorsque j'ai été confronté à une centrale de 13 éoliennes à 800 mètres, une maison que j'étais en train de restaurer, que je serais devant vous pour discuter des éoliennes et évoquer la pollution éolienne. Jamais. Ça m'est arrivé, comme ça vous arrive à tous. Et à l'époque, lorsque nous faisions une réunion, nous n'avions pas d'élus. Nous étions 20 dans une petite commune, dans une petite salle sombre. Et là, je vois 400 personnes, les élus, monsieur le préfet, je tenais à vous remercier de manière républicaine de votre présence. Même si vous avez un devoir de neutralité, je pense qu'on peut applaudir monsieur le préfet de sa présence, car c'est un symbole fort que vous soyez présent parmi nous. Il faut comprendre d'où cela vient. Moi, j'ai commencé par lutter contre ces éoliennes en dénonçant la corruption dans l'éolien. Tout d'abord. Rappelez-vous, j'avais identifié qu'il y avait les prises illégales d'intérêt. Le service central de prévention de la corruption, en 2014, avait relevé 250 plaintes et avait émis une alerte dans son rapport d'activité en 2014. Et en guise d'alerte, le service central de prévention de la corruption a été dissous par le gouvernement. À chaque fois que nous avons des victoires pour dénoncer l'imposture éolienne, à chaque fois, on supprime le droit des citoyens. Suppression du premier degré de juridiction. Atteinte grave à la Convention d'Aarhus, traduite par la Charte constitutionnelle, qui expose que toute décision ayant un impact environnemental doit faire l'objet d'une participation du public concerné. Y a-t-il une participation des personnes confrontées à la pollution éolienne? Non. À chaque fois, les droits des citoyens ont été bafoués. Mais il faut revenir sur l'essentiel. Qu'est-ce qui nous a amené à cette politique d'installation d'éoliennes? Voilà les 2 acteurs clés qui font qu'aujourd'hui, dans l'Indre et dans toute la France, il y a l'installation d'éoliennes. Et je vais m'expliquer. En 1997, Gerhard Schröder est élu en Allemagne et lance l'Energiewende. L'Energiewende, c'est le principe selon lequel on se détache du nucléaire et des énergies fossiles. Pour ce faire, ils vont déployer
une politique d'installation d'éoliennes et de panneaux solaires. Mais, comme en Allemagne, et comme vous le savez tous, les éoliennes sont intermittentes. C'est-à-dire qu'elles ne marchent pas quand il n'y a pas de vent, ou les panneaux solaires ne marchent pas quand il n'y a pas de soleil. Il faut compenser cette intermittence par une énergie fossile. Et de ce fait, les Allemands utilisent le charbon. Mais le charbon, c'est très très polluant. Et donc, ils prennent la décision de faire un accord avec Vladimir Poutine pour avoir du gaz venant directement de Russie. Et c'est le pacte Schröder-Poutine pour pouvoir avoir du gaz. Et ce gaz, il vient de Russie via les fameux gazoducs Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Et donc, c'est un modèle qui est basé sur les éoliennes couplées au gaz. Évidemment, le gaz étant une denrée moins carbonée que le charbon, c'est plus intéressant pour l'Allemagne, puisque l'Allemagne émet énormément de gaz à effet de serre. Et ce modèle a été imposé à l'Europe entière, par l'Allemagne. Et en particulier, en liaison avec la gauche plurielle, en France, en 2001, lorsqu'il y a l'arrêt Cochet, lorsqu'il y a la gauche plurielle qui s'associe avec les Verts, l'arrêt Cochet qui donne les subventions aux exploitants éoliens, exactement de la même manière que Schröder a donné des subventions aux exploitants éoliens. Et il donne 3 avantages aux exploitants éoliens. D'abord, le premier avantage, il donne un tarif subventionné. En France, c'est 91 € le mégawattheure. Le deuxième avantage, c'est qu'il donne un prix garanti pendant 15 à 20 ans. Imaginez, à l'époque, le prix moyen du mégawattheure est aux alentours de 40 €. Imaginez une entreprise dont on assure le double du prix habituel de marché pendant 20 ans. Quelle banque ne veut pas prêter de l'argent à une entreprise où vous êtes assuré? Et surtout, il assure la discrimination. C'est-à-dire que l'éolien a une priorité de réseau. C'est-à-dire qu'on ait besoin ou pas d'électricité, on doit faire passer l'éolien en premier. Donc c'est pile je gagne, face je gagne, si on ne joue pas, je gagne encore. Alors, la première question, et je suis là pour donner 6 éléments sur les éoliennes par rapport aux fausses informations qui sont diffusées, soit dans les médias, soit par les exploitants éoliens. Je précise que dans mes livres, ou dans cette conférence, je vais vous donner des informations sourcées, documentées par des informations officielles. Premièrement, la première question, c'est: est-ce que les éoliennes servent à la décarbonation, à sauver le climat? Première question. Alors, vous avez là une carte d'Europe qui est publiée par Electricity Map. Cette carte permet de montrer l'impact carbone du mix électrique de chaque pays. Déjà, au premier abord, vous pouvez voir que la France est toute verte et l'Allemagne est marron. Je rappelle que l'Allemagne a le record d'installation d'éoliennes en Europe. Voilà. Eh bien, l'Allemagne émet 460... Avant-hier, l'Allemagne émettait 471 grammes de CO2, alors que son mix électrique est basé principalement par de l'éolien. Vous voyez, c'est la petite barre bleue. Et ensuite avec du charbon. Deuxième, le même jour, la France émet 10 fois moins de gaz à effet de serre, alors que la France est en retard pour ses énergies renouvelables. La Commission européenne doit nous condamner à 950 millions d'euros parce que nous sommes en retard pour les énergies renouvelables. Principalement liées au nucléaire et à l'hydroélectricité. Dernier schéma sur les émissions annuelles de CO2. Vous pouvez voir que c'est la Chine qui est au-dessus,
puis les États-Unis, puis l'Inde, puis l'Allemagne, puis le Brésil, et très très en bas la France. Est-ce à dire que nous devons installer des éoliennes en France pour compenser les émissions de gaz à effet de serre chinois ou états-uniens? Nous devons faire les efforts pour compenser les émissions de centrales au charbon allemandes. Je pose la question. Est-ce qu'en Inde, on doit installer des éoliennes parce que l'Allemagne a relancé ses centrales au charbon parce qu'elle a fermé 3 réacteurs nucléaires le 13 avril? La question est posée. Alors on va nous dire, oui, mais c'est pas pour la décarbonation. Là, les exploitants éoliens nous disent, c'est parce qu'on va assurer la sécurité énergétique de la France, parce qu'on n'a pas le temps de faire des réacteurs nucléaires, et en attendant, il nous faut des éoliennes. Alors j'ai pris les chiffres de RTE. Alors, le bilan RTE de 2022. Vous voyez là, on voit que entre 2020 et 2022, on a une augmentation de 18% de la puissance installée. Ça veut dire qu'on a à peu près installé 1500 éoliennes de plus. Alors maintenant, à votre avis, la production dans cette même période a monté, a été équivalent ou a baissé? À votre avis, comme ça intuitivement, si on augmente la puissance installée, est-ce qu'on a une augmentation de la production électrique? Pas forcément. Ça dépend du vent. Voilà. Donc, entre 2020 et 2022, on a donc augmenté la puissance installée de 18% et on a eu une baisse de la production de 5,5%. Ça correspond à 1500 éoliennes en plus. Alors on va mettre 20 éoliennes dans l'Indre. Pourquoi? Alors pourquoi ça baisse? Quelles sont les raisons qui font que la production éolienne baisse alors que ça a augmenté? Tout d'abord, il faut savoir que la Commission européenne, avec l'Institut Copernicus, a établi qu'en 2021, on avait eu une baisse historique des régimes de vent en Europe. Cette baisse historique a conduit à ce que, en fait, d'ailleurs ça a été à l'origine de la crise gazière, puisqu'il a fallu faire venir du gaz, et donc ça faisait 43 ans qu'on n'avait pas eu un taux de vent, une production de vent aussi faible, et du coup ça a eu une incidence sur la productivité éolienne. Il faut savoir que quand on baisse de 10% le vent, on baisse de 27% la production électrique. La deuxième raison, c'est que vous avez une baisse de la productivité des éoliennes au bout de 10 ans. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les études économétriques ont établi que les éoliennes, au bout d'un an, elles produisent 22% de leur capacité maximale de production, au bout de 10 ans, 15%, et au bout de 15 ans, 10%. Ça veut dire que les premières éoliennes installées produisent moins au fur et à mesure de leur fabrication. Donc quand vous installez des nouvelles éoliennes, ça ne permet pas le doublement des capacités. La troisième raison, c'est la concurrence des éoliennes entre elles. Il y a eu des études économiques qui ont été établies qui montrent que lorsque vous installez une centrale éolienne devant une autre centrale éolienne, vous avez un vol de vent. Et donc si vous multipliez, d'ailleurs les exploitants éoliens se font des contentieux entre eux sur le trouble anormal de voisinage. Enfin, dernier point, les lieux les plus vantés ont été pris en premier. C'est-à-dire les exploitants éoliens ont été chercher des endroits où il y avait la meilleure rentabilité au début, et ensuite, maintenant, dans les derniers coins, d'ailleurs c'est dans les endroits où c'est les moins vantés, eh bien, on prend les éoliennes, produisent beaucoup moins. Donc tout ça cumulé fait qu'on a une baisse des régimes de vent
en Europe et une baisse de productivité globale des éoliennes. Voilà le facteur de charge français. Les éoliennes françaises ne produisent que 21,6% de leur capacité maximale de production. À titre de comparaison, c'est comme si on construisait une usine capable de produire en un an 100 voitures, et que, alors que l'usine fonctionnait 80% du temps, elle ne produisait que 21 voitures. C'est ça une éolienne. Ça, c'est le chiffre RTE. Alors, les prévisions du GIEC, ça c'est l'atlas du GIEC, qui prévoit, alors plus c'est bleu, plus il prévoit une baisse des régimes de vent. Je vous laisse admirer. Je ne sais pas si l'Indre est très très bleu, mais en tout cas, sur la France, c'est très très bleu. Et c'est le document du GIEC. Donc, les prévisions du GIEC, c'est qu'on va avoir une baisse des régimes de vent en France dans les futures années. Les éoliennes n'assurent pas notre souveraineté énergétique. D'abord, 65% des éoliennes sont allemandes, 30% sont danoises, les terres rares et aimants permanents viennent de Chine, et le balsa vient d'Équateur. Il faut du balsa dans les pales d'éoliennes. Le gaz qui vient en complément est russe ou américain. Et maintenant, les Allemands utilisent du charbon pour compenser l'intermittence des éoliennes. Donc vous le voyez, excusez-moi un instant. Alors que les centrales nucléaires françaises sont non délocalisables, permettent des emplois non délocalisables, rien dans l'éolien n'est assuré par la France puisque nous n'avons plus d'usines d'éoliennes en France. Les éoliennes coûtent très cher aux Français, pour très peu. 1,20 milliard d'euros de subventions, entre 120 et 150 milliards de subventions, et M. Piéchazic, patron de RTE, vient de nous annoncer 100 milliards d'euros pour raccorder les éoliennes au réseau, et Enedis vient de nous annoncer 100 milliards d'euros pour raccorder les éoliennes et assurer la distribution. Tout cet argent contribue à l'augmentation des factures des Français au travers du TURP, la taxe de raccordement, la CSPE par le passé, et désormais la TIPCE, qui est la taxe sur l'essence. C'est la fameuse taxe carbone à l'origine de la crise des Gilets jaunes. Pour autant, selon le ministère de l'écologie, l'éolien représente 1,5% de l'énergie primaire consommée en France. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Cinquièmement, la filière éolienne mondiale est proche de la faillite. Vous avez un article du Télégraphe qui dit « Annulation massive de projets d'énergie verte, le secteur éolien est capoute ». Alors qu'est-ce qui va se passer quand la filière éolienne aura fait faillite intégralement et que les propriétaires terriens qui auront installé leurs éoliennes se retrouveront avec leurs yeux pour pleurer, avec une caution de 50 000 €, là où le coût de démantèlement est de 500 000 €. Je rappelle qu'en vertu du Code civil, le propriétaire de l'éolienne, c'est le propriétaire du foncier. Enfin, l'industrie éolienne en crise alors que les problèmes s'accumulent, Wall Street Journal de ce semestre. Les éoliennes ne sont pas écologiques. À gauche, vous avez les usines de terres rares en Chine, avec les effluents de terres rares. Rappelons que les terres rares sont extraits en Chine, dans des mines à ciel ouvert. On charrie des tonnes et des tonnes de terre, et on passe à 10 bains d'acide sulfurique et oxalique, qui créent des déchets absolument épouvantables. Et là, vous avez les effluents d'usines de terres rares en Chine. À droite, vous avez les pales d'éoliennes qui ne sont pas recyclées et qui sont enterrées dans des cimetières de pales d'éoliennes. Et enfin, le fameux socle en béton
qui est enterré à 1 mètre, puisque la loi exigeait qu'il soit raboté à hauteur d'1 mètre. Maintenant, l'obligation de la loi, c'est de démanteler le socle en béton, sous réserve qu'il y ait une autorisation préfectorale de ne pas le faire. Avec un rapport publié auprès du préfet. Dernier point, les éoliennes tuent les animaux et perturbent la santé humaine. Vous avez dû le voir tout récemment, en raison de la mort potentielle d'espèces protégées, 7 éoliennes ont fait l'objet d'une décision de démantèlement des éoliennes en raison de la mort d'oiseaux protégés. Et vous avez une décision dans l'Hérault historique qui voit le démantèlement de ces éoliennes après celle de Bretagne. Voilà. Je pense qu'il va y avoir un débat avec les différentes autorités. Donc j'en ai fini là. Je me tiens à votre entière disposition et je vais participer au débat et aux réponses aux questions que vous pourriez avoir. Voilà. On va passer maintenant sur la table ronde, si vous voulez bien. Marc, Monsieur le Président du Conseil départemental. Monsieur le député. Monsieur le préfet, Fabien Bouglet a présenté une vision plutôt macroscopique et on est descendu un petit peu sur la partie microscopique. Ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est ce point de vue microscopique. Et je voudrais partir d'une succession de décrets, de lois et de perspectives et presque d'obligations qui peuvent nous conduire aujourd'hui, si on prend le dossier Stradet, qui est un dossier porté par la région, qui est sorti au mois de décembre 2019. Dans les projections, il est écrit qu'à horizon 2050, la région Centre-Val-de-Loire doit couvrir 100% de ses ressources énergétiques à partir de l'énergie. Et donc à partir de ce point d'attaque, j'aurais voulu que vous nous présentiez quelle est la ligne de conduite, quel est le chemin qu'on peut suivre si on veut suivre cette perspective-là, et notamment au niveau des départements de l'Ain. Bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai l'impression d'être sur une ligne de crête, peut-être le premier de cordée son cordée, pour parler de ce sujet qui vous est cher, mais je voudrais tout de même rappeler que je suis ici pour, dans le cadre de neutralité, mon débat pour moi n'est pas d'être pour ou contre les éoliennes, mais il est tout simplement de répondre aux objectifs collectifs qui nous sont fixés pour faire en sorte que notre énergie soit décarbonée. L'objectif est assez simple, nous devons réduire notre zone de dépendance du nucléaire, qui aujourd'hui représente plus de 71% de notre mix énergétique, dont la volonté de l'État est de le ramener à 50%. Et il y a pour cela un certain nombre d'objectifs qui sont positionnés, des objectifs pour 2025, auxquels l'Indre a déjà répondu à ces objectifs, des objectifs pour 2030 et des objectifs pour 2050. Alors, j'ai envie de dire, je vais rester pragmatique. L'unité de temps 2030 est une unité accessible, on va dire. 2050 est une unité beaucoup plus lointaine. Néanmoins, voilà la trajectoire qui a été mise en place par le gouvernement. Il faut tout de même rappeler une chose, et au moins on sera d'accord sur ce point de départ. Vous avez dans l'Indre une augmentation des températures de plus de 1,6 degré depuis 140 ans. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis les 10 dernières années,
vous avez une augmentation des températures de plus de 1,5 degré l'hiver, ce qui est considérable, et plus de 6 degrés l'été. Et ça, ce sont des éléments qui sont factuels. Le point, c'est que vous avez dans le département de l'Indre un sujet réel qui est le sujet de l'eau. On ne va pas le traiter ce soir, mais vous avez tous conscience que nos bassins s'appauvrissent et que la qualité se détériore. Vous avez une mutation agricole qui est très forte, hein, à la fois sur les rendements et à la fois, évidemment, sur les cultures qui sont en mutation, des infrastructures qu'il va falloir adapter, et puis le dernier point qui est un point, là aussi, qui nous concerne tous, c'est un facteur santé. La chaleur joue un rôle important sur notre organisme. Alors, pour ça, il y a des ENR hein, qui peuvent répondre, mais il y a la sobriété, faire en sorte qu'on puisse consommer un peu moins pour répondre aussi à nos objectifs. Il y a le souci de la décarbonation, qui est un élément important. Et puis, le dernier point, pour arriver à ces objectifs, il y a le sujet des énergies renouvelables. Alors, si j'essaye de rester à l'échelon du département, a été entrepris depuis des dernières années une montée en puissance des énergies renouvelables, à la fois des éoliennes, mais également du photovoltaïque qui prend de l'essor. J'entends, je vois, je comprends un certain nombre de réactions sur les éoliennes. On a tous d'ailleurs réunis ce soir dans une vue objective commune. Sur ce sujet-là, le gouvernement a décidé, au cadre de la loi APER, qui a été loi sur les accélérations des énergies renouvelables, qui a été votée en février dernier, de changer de méthode. Changer de méthode, ça veut dire que dans la mise en place des futurs parcs photovoltaïques et des futures éoliennes, l'État souhaite se baser sur l'avis des communes, au travers d'un schéma défini par des zones d'accélération. Donc aujourd'hui, les communes dans le département doivent remonter avant la fin de l'année, mais ce sera étendu au premier trimestre 2024, les zones dites d'accélération où peuvent se situer à la fois des éoliennes, à la fois des parcs photovoltaïques ou autres, notamment des méthaniseurs. Et donc, à la main des maires, il est demandé aux communes de définir ces zones. Alors, où nous en sommes aujourd'hui? Plus d'une centaine de communes de l'Indre ont renvoyé leur schéma. Vous avez 7 nouvelles zones. Tout n'est pas remonté, hein, il y a 241 communes. Donc, mais vous avez déjà 7 nouvelles zones, donc des communes qui ont dit, nous, on est à la fois appétants et éligibles pour recevoir de nouvelles zones. Et puis, vous avez des communes qui ont dit, nous ne sommes plus appétants et nous ne sommes plus éligibles pour recevoir des éoliennes. Et donc, nous devons faire remonter l'intégralité de ces cartes dans le département pour essayer de comprendre là où nous pouvons encore répondre aux objectifs. Alors, le schéma est important. C'est au maire de définir ses zones. C'est au maire, avec les COMCOM, de définir ses zones. Et vous l'avez dit très justement, une éolienne dans un village, elle rayonne sur plusieurs kilomètres. Et donc, il y a généralement une zone à peu près de 6 kilomètres qui doit être définie, où les communes doivent s'exprimer sur ce projet. Dans ces zones d'accélération à la main des communes, elles redonnent véritablement le pouvoir au territoire. Alors, une fois que toutes ces zones vont être remontées au premier trimestre, eh bien, nous allons regarder, alors, je voudrais juste saluer au passage, ils sont là, la direction départementale des territoires, qui assiste en ce moment toutes les communes pour la définition de ces cartographies. Vous avez des grosses communes, ils ont des services pour ça. Quand vous avez des toutes petites communes, et je m'adresse aux maires, ce n'est pas forcément évident de terminer ces zones. La DDT répond aujourd'hui à cette problématique-là. Donc, fin du premier trimestre, dès que toutes les cartes sont remontées, eh bien, je vais voir s'il y a de l'espace pour pouvoir répondre à nos objectifs. Éolien, photovoltaïque, les méthaniseurs qui sont dans une logique légèrement différente. Si nous avons les objectifs escomptés pour répondre
on va dire, à 2025, on a déjà répondu pour les objectifs de 2030. Alors, je me dirais, nous avons bien travaillé. À partir de ce moment-là, les communes auront la possibilité, par analogie, de modifier leur PLU ou PLUI, qui viendra geler, en quelque sorte, les zones non disponibles ou rendre les zones disponibles accessibles. C'est comme ça que ça va se passer. Dans un cas de figure numéro 1. Cas de figure numéro 2, si toutes les communes de l'Inde, ce qui n'est pas le cas, décident de dire nous avons trop d'éoliennes, par conséquent, nous fermons toutes les zones, et qu'il n'y a plus une éolienne qui s'installera dans le département, alors nous allons avoir une difficulté qui nous ne répondrons pas aux objectifs régionaux au travers du SRADET qui nous permet d'atteindre notre objectif de décarbonisation. Mais je ne le crois pas, puisque aujourd'hui, vous avez déjà des communes qui sont appétentes et éligibles, des nouvelles, au nombre de 7 qui lèvent le doigt pour accueillir des dispositifs. Et moi, ce qui est important, c'est de redonner la main, comme vous l'avez demandé, aux élus. Aux élus au travers de leurs conseils, aux élus au travers des comités de communes ou d'agglo, et aux élus au travers d'autres communes qui pourraient être limitrophes et qui ne seraient pas dans la COMCOM. Donc, je ne peux pas dire mieux que ce que vous demandez. En attendant, qu'est-ce qui va se produire ? Le temps continue. Et le préfet, il lui revient de donner des autorisations ou non sur un certain nombre de projets. En anticipation des zones d'accélération que nous devons définir, je vais adopter une logique assez simple, c'est d'écouter les communes. D'écouter les COMCOM ou les communes qui seraient limitrophes et pas concernées par la communauté de communes. C'est ce que je fais déjà aujourd'hui. Et les autorisations ou les non-autorisations que j'ai déjà données, que je m'apprête à donner, je le prends dans cette logique-là, pour venir du fait que l'État a décidé de redonner la main, on va dire, aux maires et aux communautés de communes. Donc, je ne donnerai pas le nom, mais il y a encore quelques jours, on m'a demandé, j'ai demandé aux communes concernées, le maire m'a répondu, je suis favorable, il y aura prévu des installations éoliennes. Et d'autres, où je m'apprête à prendre une décision, où j'ai demandé au COMCOM et à la commune de me faire remonter, pas forcément une délibération, s'il y a une délibération c'est mieux, mais en tout cas à mettre à cette maire, et par conséquent j'ai pris la décision de ne pas délivrer l'autorisation. Alors, vous l'avez très justement dit, le pouvoir du préfet est limité, puisque aujourd'hui, bon nombre des projets, quasiment la majorité, se retrouvent devant le tribunal administratif, dans la cour d'appel du tribunal administratif. Donc là, ce sont des procédures qui sont assez longues, assez complexes, où chacun fournit l'argument pour obtenir gain de cause. J'espère juste que, au travers de la décision que je prends et de la mise en place des zones d'accélération et de la capacité des communes qu'elles auront à geler ou autoriser leur territoire, nous aurons bel et bien trouvé une solution à cette tension qui est importante. Alors je devais tout de même terminer mon propos par, on va dire, un message très clair et très direct. Je suis, dans le département, le garant de l'ordre public. Et je ne peux pas accepter qu'on soit pour ou contre des troubles à l'ordre public. Et donc, je serai intraitable, qu'on soit pour ou contre, que l'on puisse faire pression sur des élus. C'est un sujet qui m'est cher, c'est un sujet qui est cher au gouvernement. J'ai trop de respect sur la fonction de maire, et par conséquent, je demande à ce que les débats, ce qui est le cas ce soir, se déroulent dans la sérénité, dans le débat, dans les échanges, dans l'argument, mais je demande également la plus grande vigilance aux maires qui ont cette question délicate à traiter les zones d'accélération. Ce n'est pas simple de faire une zone d'accélération, qu'on soit pour ou qu'on soit contre. Il faudra toujours contrarier quelqu'un qui voudra une éolienne, on lui dira non parce que la commune a pris une position, et inversement. Et donc, je demande
à ce que les maires soient préservés, puissent faire leur travail dans la sérénité, c'est ça qui nous semble important. Et donc rendez-vous dans quelques mois, au moment où on aura terminé les zones d'accélération, où l'on puisse savoir où nous sommes positionnés dans nos objectifs. Et je dois le dire, je suis pas totalement serein, mais assez confiant sur le fait que nous puissions répondre à nos objectifs d'énergie renouvelable et que tout ceci soit fait dans la vie, dans le respect des décisions des communes. Merci, monsieur le préfet. Si vous me le permettez, je reviendrai vers vous concernant la gestion des enquêtes publiques et comment elles sont administrées au niveau de vos services, sur un exemple concret. Avant de solliciter le président du conseil départemental, je voudrais vous lire un petit mot. C'est un message que j'ai reçu hier. Il est émis par Patrice Boiron. Donc, Patrice Boiron est en charge de la biodiversité au niveau du PNR de la Brenne. Et avec le président Laurent Laroche et ses deux directeurs, ils étaient cet après-midi, normalement ils sont rentrés, on espère, au ministère pour soutenir la branche biodiversité au niveau de l'écriture de la charte qui va sortir très prochainement, charte 2025 PNR de la Brenne. Je voudrais également que l'on ait une pensée pour quelqu'un qui nous est cher, qui malheureusement a disparu, qui était le président de l'association des maires de France, des maires de France, Yannick Berberian. Et il y a quelques années de cela, il m'avait écrit un courrier vraiment charmant. Et à la fin de son courrier, il m'avait dit il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de cohabitation possible entre les espaces naturels et les éoliennes. Donc si on peut avoir une pensée pour lui ce soir, ce sera plutôt sympathique. Monsieur le Président du Conseil départemental, on s'est retrouvé au mois de juin pour renouveler une demande qui avait été mise par votre prédécesseur Serge Descoux, qui avait une velléité, c'est de réfléchir, de se mettre autour de la table pour faire en sorte que toute cette cohabitation ONR, focus éolien, puisse correctement aboutir. 6 mois après, on se retrouve aujourd'hui sur l'estrade de Déol, malgré différents actes, différents faits. Deux faits majeurs. Destination Brenne, qui est l'entité touristique du PNR de la Brenne, a voté lors de sa assemblée générale au mois de juin contre l'éolien au niveau du PNR de la Brenne. Et le conseil syndical du PNR de la Brenne a voté également au mois de juillet l'exclusion des éoliennes au niveau du PNR de la Brenne, dans l'écriture de la charte. Donc ma question, c'est, à partir donc, de votre demande et à partir des éléments de réponse de monsieur le préfet, qu'est-ce qu'on fait ensemble ? Très bien, bonsoir à tous. Déjà, moi, je voulais remercier Monsieur le Préfet d'être avec nous aujourd'hui parce que c'est important que ça ne soit pas un monologue. Et c'est vrai que la salle, aujourd'hui, je pense qu'elle est essentiellement constituée de gens qui ne sont pas forcément pro-éoliens et que le dialogue s'établit avec les deux camps. Alors, pourquoi on a demandé un moratoire à l'époque, Serge Descoux et donc mon équipe par la suite ? C'était tout simplement parce qu'on est, au niveau de la collectivité départementale, très sensible à la proximité et à l'équité. Et ce mot équité, il est extrêmement important à nos yeux. Et quand on regarde le territoire à l'échelle régionale, et qu'on regarde le nombre de mâts qui sont déjà installés sur le département, quand on regarde la production d'énergie qui est faite sur notre département, si on le met au ratio du nombre d'habitants de l'Indre, on est déjà à une production de plus de 55% de l'énergie nécessaire à la population. Donc on est largement au-delà des objectifs qui sont fixés. Bien évidemment, si on a une concentration vraiment que sur le département de l'Indre. Ensuite, au niveau régional, il y a des départements qui sont très sous-dotés en mâts d'éolien. On peut parler de l'Indre-et-Loire, on peut parler du 41, etc. Donc on va dire qu'on a les deux départements qui sont très impactés, c'est l'Eure-et-Loire au nord et donc le département de l'Indre au sud. Donc fort de ce constat-là, on s'est dit il faut absolument qu'on se pose, qu'on prenne le temps de voir l'implantation où elle peut se faire, et surtout ce qui nous faisait réagir à l'époque, et ce qui est moins le cas aujourd'hui, qui n'est plus le cas aujourd'hui, c'est que
des maires sur des communes ne souhaitaient pas avoir d'éoliennes et en fait il y avait un forcing qui était fait et les éoliennes arrivaient quand même au bout du compte et il y avait cette implantation. Je pense que là le gouvernement a fait un grand pas en avant en donnant ce temps aux maires pour identifier sur leur territoire les zones qui pourraient accueillir de l'éolien. Ça c'est un pas en avant, il faut aussi saluer les choses quand elles avancent. Mais là où moi je reste sur ma faim, c'est qu'on n'a encore pas réussi à mettre autour de la table les gens qui sont plutôt pro-éolien et les gens qui sont contre l'éolien pour qu'il y ait un échange constructif. Et ça, cet échange constructif, il est extrêmement difficile à avoir quand on prend en compte les objectifs, chacun restant sur ses objectifs, sur ses arguments, et ayant du mal à bouger sur l'échiquier. Donc ce moratoire permettait un peu de faire retomber le soufflet, et ça, moi, je pense que c'est toujours une bonne chose. Là, on est dans un temps, comme disait Monsieur le Préfet, de réflexion individuelle au niveau des maires, mais quand on va faire les comptes, moi je suis un peu moins optimiste que vous, Monsieur le Préfet, j'ai peur qu'on soit un petit peu plus dans le dur dans quelques mois, et qu'on doive repartir sur des discussions. Voilà, moi je pense que le département de l'Indre, il est basé sur ses paysages, sur un patrimoine bâti qui est très riche, et c'est vrai que je vois le directeur, maire de Levroux, directeur du château de Valençay, c'est vrai que des éoliennes au pied du château de Valençay, je ne suis pas certain qu'en termes d'attractivité touristique, ça serait terrible, et effectivement, des éoliennes au plein cœur de la Brenne, réputée pour ces paysages d'exception, soit d'une évidence folle aux yeux des habitants et des élus que nous sommes. Donc je pense qu'il y a un vrai besoin de réflexion, mais une réflexion globale, et il faut qu'on arrive aussi à sortir de cette réflexion qui est souvent financière. Moi, ce qui m'a frappé quand j'ai fait le tour des différents cantons et que je discutais avec l'ensemble des élus, finalement, on parlait souvent de ça rapporte tant et ça permet aux communes de faire des travaux qu'ils ne pourraient pas faire parce que ça vient renforcer leur budget. Voilà. Et finalement, là, on est loin du discours écologique, et ça, je pense qu'il faut absolument qu'on recentre les débats sur la nécessité de décarboner, parce que, Monsieur le Préfet le disait tout à l'heure, je pense que ce qui est essentiel et qu'il faut toujours avoir en tête, c'est qu'on a un réchauffement climatique qui est face à nous, on peut le freiner, on ne pourra pas l'arrêter, mais on doit absolument s'y adapter, et il faut qu'on arrive à le freiner légèrement encore pour qu'on puisse continuer à vivre sur cette terre, parce que sinon ça va devenir compliqué, on le voit à travers les zones humides dans la Brenne, etc. Donc il y a un sujet qui me paraît d'une importance extrême, et le moratoire servait justement à se poser. Et je pense, on a en la personne de Monsieur le Préfet quelqu'un qui sera capable de mettre autour de la table l'ensemble des acteurs pour pouvoir discuter sur ce sujet de l'éolien qui nous tient tous à cœur, les uns et les autres. Et c'est vrai que les propos extrêmes, comme on le disait tout à l'heure, d'un côté ou de l'autre, finalement, ne sont pas entendables. Alors vous allez me dire, c'est un centriste qui vous dit ça, mais je pense que c'est extrêmement important qu'on ait une parole vraiment sage, à la fois pour notre département et aussi pour les gens qui y vivent. Mais de grâce, préservons nos paysages. Je pense que c'est extrêmement important. On reviendra sur l'amour de nos campagnes et de nos paysages qu'on chérit tant dans notre Berry. Le Berry, c'est l'Indre. Aujourd'hui, on est dans l'Indre, mais le Berry, c'est aussi Cher. Avec un nord, un sud, l'ouest, l'est. Donc c'est un territoire complet sur lequel il faut absolument qu'on réfléchisse ensemble. Fabien Bouglet, vous vouliez peut-être réagir par rapport... Oui, je voulais réagir sur un point, Monsieur le Président. Vous avez dit tout à l'heure, chacun compte sur ses positions. Il s'avère que j'ai beaucoup participé aux travaux parlementaires de la loi d'accélération du renouvelable avec des députés de la majorité et des députés de l'opposition. Et que nous avons fait une proposition très claire sur la hauteur des éoliennes. Je rappelle que les éoliennes doivent être installées à 500 mètres des habitations. Cette loi a été fixée au moment où les éoliennes faisaient 100 à 100 mètres de haut. Aujourd'hui, elles font de 200 à 230 mètres de haut. Nous n'avons eu aucun effort, ni de l'exécutif, ni du pouvoir législatif, qui a censuré
des amendements considérés comme irrecevables la veille des passages en commission, lorsqu'on a demandé l'augmentation de la distance par rapport à la hauteur des éoliennes, c'est-à-dire 10 fois l'installation à 10 fois la hauteur des éoliennes. Donc je suis désolé, mais ça, c'est du radicalisme. Et ce radicalisme, il est lié à la colère populaire. Donc on ne peut pas dire on fait des efforts, parce que là, il n'y a eu aucun effort, alors que l'effort, nous l'avons fait à l'époque. Alors, moi, ce que j'expliquais, c'est le moratoire, en fait, quand on l'a demandé, c'était justement pour que les gens se posent et puissent discuter. On se rend compte, honnêtement, aujourd'hui, vous allez dans une salle comme celle-ci, on sait que là, les gens sont plutôt des gens qui sont contre l'éolien, et on n'a jamais de vrai débat constructif entre les personnes qui sont contre et les personnes qui sont pour. Vous pouvez pas le nier, c'est une réalité. Après, moi je sais, quand je suis en réunion publique, quand je veux mettre un peu de peps à la soirée, je dis éolien. Et normalement, après, ça anime. Voilà, donc ça c'est une réalité. Je pense que, oui, alors effectivement, il y a sans doute des choses qui ont été faites. Moi, je n'interviens pas, je ne suis pas au niveau de l'État, je laisserai plus mon collègue parlementaire en parler. Mais voilà, en tout cas, au niveau de mon département, je demande, moi depuis que je suis élu, je demande une réunion constructive avec tous les acteurs, et on avait d'ailleurs participé ensemble à un point presse où on faisait cette demande les uns et les autres pour qu'on avance ensemble, parce que l'objectif, quel est notre point commun? On est indriens et on veut continuer à vivre dans un département qui soit le plus agréable possible, à la fois pour nos yeux, notre plaisir, nos loisirs, mais aussi économiquement, il faut qu'on continue à puisse vivre. Donc il faut absolument qu'on arrive à se mettre autour de la table et qu'on avance, et qu'il y ait des compromis, et d'un côté et de l'autre, à faire en préservant, comme je disais, notre département le plus possible. On va continuer à descendre sur le côté micro, et je vais laisser la parole à Jean Panel. Avant, peut-être pour rebondir sur l'aspect national, je profite que notre député soit présent, Nicolas Forossier, qui a œuvré aussi et qui a essayé de déposer des choses au niveau de la loi. J'aurais aimé avoir son point de vue, et puis après, je viens vers vous. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses encore à dire. Moi, je voudrais rebondir sur 2 ou 3 points. Tout le monde connaît ma position ici. Je suis extrêmement réticent, n'est-ce pas, monsieur le préfet, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai essayé de me battre depuis un certain nombre d'années, y compris dans le récent débat parlementaire de cette loi d'accélération que je n'ai pas votée, notamment pour les raisons que vous évoquiez tout à l'heure. Je suis moi-même auteur d'un amendement, plusieurs amendements d'ailleurs. Ça fait très longtemps que je dépose l'amendement sur la hauteur et la distance de sécurité de 500 mètres. C'est complètement débile. Quand vous le disiez vous-même, on a des éoliennes qui font 100 mètres de hauteur, et à l'époque, on dit 500 mètres de protection. Elles sont 240 mètres maintenant, les plus hautes, et on est resté à 500 mètres. C'est totalement illogique. D'ailleurs, un certain nombre de pays, y compris en Allemagne, en Bavière, eux, ont fait évoluer les choses. Mais effectivement, ce type d'amendement, ces propositions de loi, parce que j'ai fait des propositions de loi sur le même sujet, n'arrivent pas à percer dans le cadre du débat parlementaire, puisqu'il y a, je le dis comme je le pense, à la fois un lobby très actif et très puissant, et en même temps, il faut bien avoir ça à l'esprit. Nous, on est tous des ruraux, on habite dans ce beau département de l'Indre, dans le Berry, dans la région centre, monsieur le préfet, qui est d'abord une région de grands espaces, de forêts, de nature, mais il faut savoir que 80% de la population française, elle habite dans des grandes villes, dans des zones urbaines. Et cette population ne verra jamais d'éoliennes, ne verrait pas d'éoliennes même à 20 km de Paris, c'est impossible. Et donc, forcément, il y a une espèce d'idée générale, y compris une majorité des parlementaires qui qui dépend de cette idée générale que les éoliennes, il n'y a pas de problème, c'est sain, c'est naturel, et après tout, c'est pas notre problème, puisque c'est loin. C'est à La Châtre, c'est à Issoudun, c'est à Menay-sur-Latan, non, pas à Menay-sur-Latan. Voilà, donc il faut bien avoir ça à l'esprit. Mais je vais vous dire ici que le combat parlementaire, on est quand même un certain nombre à se mobiliser, va continuer, et avec la même énergie que ces dernières années. Deuxième point. Moi, je suis extrêmement hostile à ce qui s'est passé depuis toutes ces années, pour une première raison, c'est qu'au fond, on a lancé
et les gouvernements de droite comme de gauche ont leur part de responsabilité. On a lancé une espèce de mécanique infernale qui ressemble au fond à un Monopoly, où ce qui compte et ce qui détermine la décision, c'est d'abord un enjeu financier. Vous avez des promoteurs qui achètent les droits à faire de l'éolien, qui se les revendent une fois que le dossier est monté, qui investissent pendant de longues années pour, assumer, si je puis dire, les procédures qu'inévitablement ils doivent affronter. Mais tout ça, c'est une gigantesque affaire financière. Tout ça a été, au fond, fondé sur l'idée que l'intérêt financier va entraîner la mécanique et va permettre de mettre des éoliennes partout où c'est possible. À aucun moment, il n'y a eu, au fond, une vision nationale, une vision qui, au fond, essaye de dire, on fait de la péréquation, de façon à ce que tout le monde, quand il y a une éolienne dans le secteur, puisse avoir des retours, que l'ensemble des citoyens d'un département puissent avoir les retours, pas seulement certains. Deuxièmement, on n'a pas de schéma, on n'a jamais réfléchi à, est-ce qu'il y a des zones où on peut en mettre, des zones où on ne peut pas en mettre pour des enjeux patrimoniaux, pour des enjeux naturels, parce qu'il y a effectivement, vous disiez tout à l'heure, je crois, des zones de migration. Moi, je pense que le sud de l'Inde, par exemple, c'est une des zones de migration extrêmement importantes. Pas que le sud, d'ailleurs. C'est le département tout entier, le Berry aussi, parce que les oiseaux migrateurs, ils évitent le massif central. Je ne sais pas si vous saviez, mais ils essayent de passer plus au nord parce qu'ils évitent les montagnes et le massif central. Et ça, voilà. On n'a jamais eu cette réflexion-là. Et moi, c'est ce qui m'a le plus choqué. Au fond, la mécanique financière l'emporte sur toutes les autres possibles visions, y compris de façon à essayer de faire quelque chose d'équitable. Et Marc, tu le disais tout à l'heure, c'est la troisième raison qui, pour moi, rend les choses absolument inacceptables en l'état, c'est qu'il n'y a pas d'équité non plus. Vous n'avez pas une éolienne installée en Indre-et-Loire. Désolé, c'est vrai, ils ont des châteaux d'Alors, mais nous, on a plein de châteaux aussi. Il y en a 0. En Loire-et-Cher, je ne suis pas sûr du chiffre, mais on est autour d'une douzaine. Et encore, c'est dans la partie nord, c'est-à-dire la partie de Champagne, enfin l'équivalent de ce qui est chez nous la Champagne. Donc, ceux qui concentrent les éoliennes, c'est l'Eure-et-Loire, mais pas à 40 km de la cathédrale de Chartres, à certains endroits seulement. Et c'est, pour l'essentiel, l'Indre et le Cher, et notamment le nord de l'Indre et du Cher. Donc il n'y a pas d'équité. On est dans une mécanique sans vision qui repose d'abord sur des éléments financiers, et tout ça aboutit à des situations qui sont aujourd'hui intenables. Et tu parlais de moratoire tout à l'heure, mais je vais demander des droits d'auteur, parce que je soutiens évidemment la position du conseil départemental, celle de Serge, et ensuite la tienne, et de l'ensemble de la majorité départementale, je crois de l'ensemble d'ailleurs du conseil départemental, si je ne me trompe. Mais moi, ça fait plus de 10 ans que je parle de moratoire. Parce que, justement, je considérais, et je l'ai écrit aux préfets successifs, aux ministres successifs, je l'ai dit publiquement, parce que je considérais que nous devions nous poser. Parce que vous disiez, monsieur le préfet, le temps court, le temps se continue, vous avez raison. On parle, on va faire, dans le cadre des zones d'accélération des propositions, vous allez prendre des décisions, vous allez faire la somme de tout ce qui va vous revenir, et avec vos services, vous allez prendre des décisions, mais en attendant, les dossiers continuent à être déposés. Et donc nous avons, et c'est vrai depuis des années, une espèce de mécanique infernale, et en face de cette mécanique infernale, en fait, on essaie de s'organiser, de répondre, de faire des réunions comme ce soir, de faire des procédures, mais la mécanique infernale, elle continue. Et c'est pour ça, moi, que je voulais un moratoire. Pour qu'on se pose, effectivement, pour qu'il y ait un débat, et qu'on se mette autour de la table et qu'on dise, OK, dans l'Indre, on peut peut-être en mettre quelques-unes à tel endroit, ou rehausser certaines, mais on s'arrête après. Mais c'est aussi parce qu'il s'agit de s'arrêter face à cette mécanique infernale et pour faire en sorte qu'on puisse peut-être, y compris au niveau national, avoir une autre approche sur la question de l'éolien. L'éolien, c'est pas la même chose que les autres énergies, je suis désolé. Le nucléaire, qui d'ailleurs est maintenant reconnu comme une énergie verte par le Conseil européen des 27, je crois que c'est à 3 semaines, 1 mois. Donc c'est la première fois, c'est une avancée très importante, ça je tiens à le dire, parce que ça va changer les données. Mais évidemment, la géothermie, évidemment le solaire, en faisant très attention aux enjeux agricoles. L'agrivoltaïsme peut être une solution, mais tout ça, ce sont des solutions qui doivent nous permettre de nourrir le mix énergétique. Et je ne voudrais pas oublier dans notre département, c'est un sujet sur lequel je travaille aussi, la question de l'hydroélectricité, je crois que vous l'évoquiez tout à l'heure. Moi, je suis stupéfait, monsieur le directeur, vous le savez, mais nos anciens, ils ont fait des seuils sur les rivières, ils ont fait des moulins avec des pièces, ils ont fait des retenues d'eau. Et aujourd'hui, on dit un problème d'eau, mais on veut nous faire supprimer tous ces ouvrages qui, pourtant, n'ont jamais empêché, peut-être faut-il faire quelques aménagements aujourd'hui,
d'avoir du saumon. Vous savez très bien, monsieur le préfet, que les ouvriers qui travaillaient à la construction du barrage des Guzons dans les années 30, ils ont fait plusieurs fois grève parce qu'ils en avaient marre de manger du saumon. Parce que le saumon, il est arrivé au pied du barrage, non, c'est la vérité. Ils viennent dans les étangs de Sologne, je vous signale. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y avait des seuils à l'époque, ils étaient beaucoup plus en activité, et pour autant le saumon remontait. Quand on me dit qu'il faut protéger les anguilles elles passent par l'herbe. Je ne sais pas si vous le saviez, hein. Elles se faufilent dans l'herbe. Donc il y a un certain nombre d'idées fausses qui sont colportées, qui nous conduisent à avoir des politiques en fait totalement contradictoires. Et donc tout ça mérite vraiment qu'on se pose. Effectivement, Marc a raison, pour pouvoir discuter, essayer d'avoir un consensus, et ça prendra peut-être du temps, peut-être sur la base des remontées que vous aurez, monsieur le préfet, mais le temps passe et on continue à avoir cette mécanique infernale. Donc moi je suis extrêmement en colère sur le sujet, je tiens à vous le dire, il faut continuer ce combat. Et je termine, je n'ai pas voulu parler du modèle économique, vous l'avez très bien dit tout à l'heure, on pourra dire qu'il est nécessaire d'avoir une part d'éolien dans le mix énergétique, sous réserve, comme je l'ai dit, que ce soit concerté, que ce soit fait de façon nationale, que ce soit équitable, etc. etc. Je ne vais pas y revenir. Mais enfin, quand même, le modèle économique de l'éolien, j'ai du mal à le sentir, comme on dit. Je pense qu'il est absolument je suis passé par démagogie, j'ai honnêtement beaucoup travaillé sur le sujet et je suis encore une fois stupéfait que dans ce pays où on a une certaine élite très urbaine qui prend les décisions à la place des politiques aujourd'hui, on continue à nous vendre cette salade. On voit bien d'ailleurs, vous l'avez très bien dit, c'est que les Allemands sont en train, là où les Allemands sont en train d'échouer, et comment ils nous polluent, nous, alors que nous sommes un pays qui est plutôt vertueux en matière d'émissions de gaz à effet de serre et de carbone. Donc je m'arrête, je voudrais juste conclure. Je lui rends hommage aussi, vous avez rendu hommage tout à l'heure à Vanik. Moi je me rappelle, ça m'a beaucoup marqué, c'était au moins il y a 15 ans, peut-être 20 ans, au début de l'éolien, une phrase du sénateur François Gerbaud, que j'aimais beaucoup et que beaucoup ont connu ici, et qui me dit, tu verras, l'éolien, ce sera le grand scandale du XXIe siècle. Merci, monsieur le député. Il me reste peu de questions à poser au niveau de la table ronde, et puis après je vais passer le pouvoir pour que vous posiez rapidement quelques questions au niveau de nos invités. Avant de te laisser la parole, Jean, monsieur le préfet, soyez convaincu que le tissu associatif dépense une énergie, et vous ne pouvez même pas imaginer, depuis des années, pour faire en sorte que notre département soit autant préservé que possible dans la modernité. Et on a, et vous le savez, une réelle pénurie du monde associatif, hein, que ce soit dans le sport, dans la culture. Et si ce monde associatif un jour s'écroule, on pourrait également se poser sur quid de notre avenir au niveau de notre équilibre sociétal. Jean, on va descendre encore d'un cran, on va aller dans le sud du département de l'Indre, et j'aimerais que tu nous relates ce que tu as vécu depuis des années, avec des allers-retours, des sourires, des larmes, des euros, des milliers d'euros sur la table, et aujourd'hui, on attend le résultat d'un jugement final. Oui, merci, bonsoir. D'abord, moi, je voudrais saluer les 20 associations qui sont ici présentes et qui ont rejoint, qui sont membres de ce collectif, de ce jeune collectif. Merci de la confiance que vous témoignez. Je voudrais souligner le rôle des associations, il est absolument fondamental. Vous êtes la voix des riverains. Sans les associations, et je pense avoir fait participé à un très grand nombre d'enquêtes publiques, sans les associations, le débat il serait zéro. Il n'y aurait personne dans les mairies, il n'y aurait personne devant les promoteurs en train de présenter leurs projets. Donc merci pour ce travail absolument considérable que vous faites. Je voudrais aussi dire, on a fait un focus un peu sur la Brenne, on pourrait faire aussi un focus sur la vallée de la Creuse, sur la vallée des Peintres. Il ne faudrait pas oublier le nord du département, la région de Villantroy en particulier, et il ne faudrait pas oublier aussi les associations. Je sais qu'il y a des présidents d'associations qui sont là, qui viennent des départements limitrophes. Je pense en particulier, je crois qu'il y a des gens qui viennent de Couffy, où il y a effectivement une menace de parc éolien tout proche de Beauval.
Il y a aussi la région de Grasset. Enfin, bon, voilà. Je ne voudrais pas les oublier, je voudrais les saluer. Et puis surtout, je ne voudrais pas oublier la Champagne-Berrichonne, on en a parlé. Mais je ne sais pas si vous avez vu la carte qui a été projetée tout à l'heure, qui est la carte mise à jour par la DDT au 1er novembre dernier, où sur des points jaunes, on voit les parcs potentiels ou les parcs émergents. Et je suis effaré de voir que plus de 50% des parcs émergents vont toucher la Champagne-Berrichonne. Pour moi, c'est la double peine. Voilà, vous en aviez déjà, donc on va vous en remettre. C'est la double peine. Alors, je réponds à votre question là. Donc moi, je suis président d'une association très locale dans le sud de l'Inde. Je vais vous raconter très rapidement ce qui s'est passé sur le parc qui s'appelle Les Sables. En clair, il y a eu une enquête publique avec un avis défavorable. Il y a eu un arrêté du préfet de l'époque avec donc un refus. Et évidemment, le lendemain, le promoteur a fait appel de la décision du préfet. Et nous nous sommes retrouvés embarqués dans une longue procédure, dans un long contentieux en tant qu'intervenant volontaire. Et donc, c'est passé des nuits et des nuits à rédiger des mémoires, puis des répliques, puis des mémoires, puis des répliques. Bon, bref, un travail absolument incroyable pour des associations qui ne sont pas du tout initiées au droit et à ces procédures. 3 ans plus tard, et c'était il y a quelques mois, la Cour administrative d'appel a rendu un jugement annulant l'arrêté du préfet, mais au lieu de renvoyer la copie en disant « revoyez votre copie », la Cour administrative d'appel a pris la décision, et le législateur le lui permet, a pris la décision d'autoriser la construction du parc, en clair, d'accorder l'autorisation environnementale. Bref, donc, les enquêtes publiques, ben, ça ne sert à rien. L'arrêté du préfet, eh ben, on s'assied dessus, et c'est à Bordeaux, à la Cour administrative d'appel, que les décisions sont prises. Voilà. Alors moi, je pose 3 questions. Quelle est l'utilité des enquêtes publiques? Deuxième question, quid de la qualité des travaux qui sont menés, qui éclairent la décision du préfet? Et puis enfin, on parle d'acceptabilité, mais que vaut l'acceptabilité de décisions qui sont prises à Bordeaux, qui ne connaissent pas le territoire et leur singularité? Voilà. Donc là, la démocratie, elle en prend un coup. Alors pour finir, moi je veux simplement témoigner. Ça fait 10 ans que je suis les dossiers éoliens dans mon petit village. Le climat social, il est délétère. Voilà, ça fait 10 ans, vraiment, les gens sont les uns contre les autres. Dans la ruralité, c'est plus possible, surtout dans un monde qui est quand même complexe. Aujourd'hui, on se passerait vraiment bien de cela. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion, et je rejoins à ce qui a été dit, sur la nécessité de faire une pause, parce que ce climat-là, moi, je le trouve insupportable. Merci Jean. Monsieur le préfet, je voudrais rebondir sur ce que nous a apporté Jean, et je voudrais rebondir par rapport aux enquêtes publiques. Avant cela, je voudrais vous lire une brève que l'on a trouvée dans le résultat des 3 commissions enquêteurs qui concerne le dossier de Lyon. L'impact sera faible pendant la phase chantier sur le milieu humain, compte tenu de la distance des habitations. L'impact économique sera positif ou modéré et temporaire. Il en est de même sur l'activité touristique. Elle peut être positive ou négative selon les sensibilités. Au-delà de ça, c'est un dossier où 3 commissaires enquêteurs donnent un avis favorable. Si on regarde les enquêtes publiques, et je rebondis sur ce que tu as dit, Jean, 98,59% des gens n'en voulaient pas. Et moi, ce qui m'intéresse ce soir, et parce que c'est quelque chose que l'on ne connaît absolument pas, c'est comment sont instruits les dossiers en préfecture par rapport à vos services. Est-ce qu'il y a un travail d'échantillonnage, de vérification? Et
Et ma dernière question, c'est comment on pourrait rendre plus robuste vos attendus qui, lorsque un préfet dit « j'en veux pas », est-ce qu'on peut aller effectivement sur ce respect de « j'en veux pas ». Vous êtes dans un état de droit. Je suis navré de vous le rappeler, mais vous êtes dans un état de droit. Et donc, tout jugement du préfet, en tout cas, peut être porté devant le tribunal administratif. Donc, ça, on peut le remettre en cause, mais ça voudrait dire qu'on remettrait en cause beaucoup de choses. Comment, sur les enquêtes publiques, je vais juste rappeler le processus. Ce n'est pas le préfet qui les nomme. Ils sont désignés par le tribunal administratif pour mener leur enquête. Rémunéré par les promoteurs. Bien sûr, je vais être rémunéré par les promoteurs, mais tout simplement parce que les promoteurs... Et ça, c'est transparent. Ouais, laissez-moi terminer, avant de faire les hauts-là, laissez-moi terminer. Le tribunal administratif demande, pour que ces enquêtes, elles soient financées. Donc elles sont pas, c'est pas de l'argent qui est donné directement au promoteur, c'est de l'argent qui est donné, on va dire au tribunal administratif, pour qu'elle puisse financer ses études. Je suis encore là-dessus. Ça pourrait être, non mais, on peut changer de modèle, ça peut être par vos impôts, ça peut être par différentes façons, et ce sont des études qui permettent de pouvoir donner un diagnostic. Donc, sont-elles perfectibles ? Probablement, certainement. Bon. Donc, on peut porter jugement, on peut extraire quelques verbatim, je peux le comprendre. On pourrait d'ailleurs le discuter sur un document assez volumineux. Une fois de plus, est-ce qu'elles sont perfectibles ? Certainement, qui ne l'est pas. Regardons dans son entièreté et regardons l'intégralité de l'enquête qui est posée. Donc, dans un processus, les analyses sont faites par les différents services déconcentrés de l'État. L'ADREAL joue un rôle important dans l'appréciation. Vous avez l'UDAP qui joue un rôle également important, qui donne des avis. Et c'est sur la base d'un certain nombre d'avis, par les différents services déconcentrés, que le préfet fonde sa décision. Est-ce qu'on peut rendre la décision du préfet opposable ? Non, je vous ai déjà répondu. Ça veut dire que je pourrais prendre des arrêtés qui ne seraient pas attaquables. Ça, ce n'est pas légal. Donc, je le redis, quelle est la meilleure méthode aujourd'hui ? C'est de faire en sorte que les communes remontent leurs zones, que dans ces zones, une fois qu'elles sont définies, et que correspondent aux objectifs qu'on est en capacité de porter, eh bien j'invite les maires à modifier leur PLUI des communes, et à partir de ce moment-là, on a aliéné ou libéré des surfaces. Je ne peux pas être plus clair. Donc, les communes ont une responsabilité importante, elles sont accompagnées par la DDT pour définir, et je suis assez confiant pour que, à la fin du premier trimestre, quand toutes les zones seront remontées, c'est-à-dire des 241 communes de l'Indre, nous puissions répondre à nos objectifs. Le débat, il a été remis au plus près, c'est-à-dire au maire. Moi, je vous ai beaucoup écouté. Je pense que c'est un débat démocratique. Je pense. Donc, regardons maintenant ce que les communes remontent. Je ne dis pas que c'est évident pour les communes. Hein. Il va falloir une fois de plus trancher avec des administrés qui vont dire moi je veux de l'éolien, d'autres qui vont dire non, il va falloir se forger une opinion, mais les élus sont souverains pour qu'on puisse véritablement avancer et progresser. Dernier point, c'est que vous avez parlé du moratoire. Il n'y a pas de cadre légal pour ça. Monsieur le député, vous savez bien. Donc soit le Parlement décide de porter une loi qui permettrait d'avoir un moratoire dans les départements, et auquel cas, il est peut-être assez légitime que sur la base de l'expression, il y aurait une question qui se poserait, mais le préfet n'a pas la capacité de dire tiens, il y a une tension qui est très forte, posons-nous, il n'y a pas de cadre légal. Maintenant, je le redis, et c'est important que vous compreniez, dans les décisions que je vais prendre dans les prochains jours, dans les prochains mois, parce que tout ceci ne va pas se faire rapidement, je tiens compte déjà
de la vie des communes. Je tiens compte déjà de la vie des Comcom. Et je tiens compte déjà des communes qui ne seraient pas concernées au sein d'un Comcom, mais qui seraient proches du territoire, qui par le découpage ne seraient pas concernées administrativement. Donc je vais prendre des décisions dans les jours à venir, tenant compte de la volonté des élus. Je vous remercie. Je vais descendre. On va se réserver un quart d'heure. Monsieur le Président du Conseil Oui, départemental. juste moi ce que je voulais dire, bon effectivement on peut parler de ce que l'on va faire au niveau du département, mais je pense que la vraie difficulté c'est qu'on n'a pas été entendu au niveau régional de la répartition des éoliennes sur l'ensemble de la région. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est un département qui a le plus fait d'efforts, et je le disais tout à l'heure, par rapport au département de la région, on va dire avec le 28, et quand on regarde le nouvel effort qu'on a à faire, c'est encore nous qui devons faire le plus d'efforts. Donc c'est vraiment toujours la punition vers les territoires ruraux, et ça je pense que c'est une vraie injustice et un vrai problème d'équité régionale qui n'a pas été résolu avec la nouvelle cartographie. Et ça, moi, en tant qu'élu du département, je m'insurge contre ça. Dans les surprises de la soirée, on peut considérer qu'il y en a une. Il y a Monsieur Fressinet des Baudins qui doit être là ce soir. Il est là. Et j'aurais voulu lui laisser la parole. Merci, je vais aller me mettre devant, tiens. Bonsoir à toutes et tous. Alors, je suis vraiment pas du tout un spécialiste de l'éolien. Je suis venu assister à cette réunion juste pour vous donner un petit témoignage de notre point de vue qui apparemment n'a rien à voir avec l'éolien, mais quand même, juste pour vous dire comment une petite chose. En fait, moi j'ai toujours... je suis né, j'ai grandi... Voilà, il harcèle. Oui, je disais, je suis né, j'ai grandi, j'habite toujours à Valençay, dans le nord de l'Indre. Et puis, dans ce nord de l'Indre, notre passion avec mes frères, avec quelques personnes de notre compagnie, c'était de vivre de notre métier dans notre région. Alors déjà, vivre du métier de comédien, c'est pas facile. Dans la région, ça l'est encore moins. Et on a fait des pieds et des mains, on a tenu bon. Et on avait envie de monter un lieu. Alors on a cherché pendant des années un lieu propice à cela. Et on a trouvé une vieille ferme qui était complètement désaffectée depuis des années. La ferme de Bellevue, qui était désaffectée depuis les années 70. C'était vraiment un tas de pierres, il n'y avait plus de toit, c'était sous les ronces, ça ne se voyait même pas de la route. Et puis on a racheté pour une bouchée de pain ce lieu, et puis on s'est dit, allez, avec une bande de bénévoles, de copains, les gens nous ont vraiment pris pour des cinglés, on s'est dit, on va essayer de construire quelque chose, de faire revivre ce lieu. Ça fait 20 ans, enfin ça fera 20 ans en 2025, on a acheté ce lieu en 2005, on a passé beaucoup de temps entre nous tourner des Baudins, tout l'argent qu'on gagnait, on le réinvestissait dans ce lieu pour restaurer ce lieu. Voilà, et après maintes travaux, et ben on a réussi à remettre ce lieu debout, à l'ouvrir au public. Et puis voilà, on a dépensé beaucoup d'énergie, des centaines de milliers d'euros, entre autres pour préserver ce lieu simplement, et puis surtout pour enterrer tout ce qui était électrique. Voilà, donc on a fait une tranchée nous-mêmes avec une pelleteuse qu'on a louée pour enterrer. On a fait 2 km de tranchée, on a posé des gaines, on a tiré des câbles, etc. pour rendre indemne cette belle nature du bois chaudnord dans laquelle on habite. Et puis on a fait de ce lieu un lieu que les gens adorent, authentique, où les gens se retrouvent, viennent manger au coin du feu. Et c'est vrai que il y a un projet
éoliennes qui nous tournent autour un petit peu. Et c'est vrai que d'avoir dépensé toute cette énergie. Et puis, alors, en fait, on a ouvert ce lieu, mais il faut bien vous dire que ce lieu, ça nous permet de faire vivre tous les comédiens de la région. Ça paraît pas grand-chose, mais pour nous, c'est d'exercer notre métier ici, à Villanthrope, parce que c'est sur la commune de Villanthrope à Braun-en-Berry. Ça nous paraissait inimaginable. Donc, si ce projet d'éolienne voit le jour, et là, il y a plus, on met la clé sous la porte, c'est clair et net. 20 ans d'investissement humain, de bénévoles, de financiers, parce que je vous dis, ça coûte cher tout ça, de s'investir. Donc voilà, apparemment, ça n'a pas grand-chose à voir avec tout ça, mais quand même, parce que c'est de l'humain tout ça, et ce dont on n'a plus besoin en ce moment, c'est de l'humain. Alors, si vous voyez, je ne sais pas si des gens sont déjà venus nous voir dans ce lieu, où on fait des repas spectacles à l'année, on fait aussi un grand spectacle de plein air au mois de juin. Donc on se voit mal, un grand spectacle de plein air qui parle de la résistance dans le Berry. D'ailleurs, on remercie Nicolas Forissier qui est venu plusieurs fois voir ce spectacle, Marc Fleuret également. Voilà, si on se retrouve dans les gradins avec 3 éoliennes qui clignotent, ça va moins le faire. Voilà, c'est juste pour vous dire ce petit témoignage. Maria Bonin m'a chargé de vous dire, alors je ne sais pas si elle m'a dit, essayons de réunir déjà tous ceux qui brassent de l'air, et on devrait limiter les éoliennes. Voilà, merci beaucoup. Voilà, c'était juste un petit témoignage. C'est très difficile alors nous, on parle de notre métier, voilà, du milieu artistique, mais on est tous pareils. Moi, je pense que les gens qui vivent ici, comme on le disait encore dans un sketch il n'y a pas très longtemps en tournée, il faut être né là pour vivre ici, parce que c'est pas toujours facile. On n'a pas beaucoup de médecins, on n'a pas beaucoup de... Voilà, j'ai pris le train aujourd'hui pour aller faire un casting à Paris, le train avait une demi-heure de retard. Bon, voilà, un peu moins d'argent dans les éoliennes, un peu plus dans la SNCF. Non, ça n'est qu'une vérité. C'est difficile de vivre dans nos territoires, on essaie de les préserver au maximum. Là, tout qu'on a, c'est de la nature, c'est nos bois, nos vallons, nos bouchures. Je ne sais même pas si ça, à Paris, ça pas ce que c'est qu'une bouchure, naturellement. Voilà. Donc on essaie de préserver tout ça, on se battra contre, pour préserver tout ça. Voilà, donc on fera tout ce qu'on peut pour ça. Voilà. Je profite de ce témoignage émouvant pour demander au préfet de remonter au ministre de l'Intérieur la chose suivante. Moi, depuis que j'ai sorti mon livre Éolienne, la face noire de la transition écologique, je sillonne la France. Je sillonne toute la France, de Dunkerque jusqu'au sud, de l'est à l'ouest. Ce qui vous arrive dans l'Indre, c'est pareil partout. C'est une invasion territoriale. C'est une occupation par des mâts qui font 200 mètres de haut. Ça n'est pas anodin, monsieur le préfet. La colère que vous exprimez, je suis élu, je suis pour l'ordre républicain. Il ne s'agit pas de remettre en cause l'ordre républicain. Par contre, il m'appartient de vous faire passer le message que des cas comme celui-là, des activités professionnelles, des zoos, des châteaux, des petites maisons restaurées, des artisans qui perdent le boulot parce que l'activité est supprimée dans les villages à cause de ces éoliennes, la baisse de la valeur des maisons. Tout ça est en train de créer une crispation sociale extrêmement forte, très très forte. Et la République, c'est aussi prendre en compte le citoyen. D'ailleurs, la République, c'est le pouvoir du citoyen. J'habite Versailles, j'ai revu la salle du jeu de paume. Moi, je fais partie des urbains qui luttent contre l'invasion des éoliennes. Vous voyez, je comprends. Mais c'est vrai que dans le monde urbain, on ne comprend pas ce qui se passe dans la ruralité. Et donc, je me permets, monsieur le préfet, de vous faire passer ce message. La colère gronde dans la ruralité.
dans l'Indre comme partout ailleurs en France. On a bien compris dans le débat qu'il y a une délégation qui est menée auprès des maires depuis quelques semaines. Et on a ce soir des maires avec des écharpes. Et j'aurais voulu qu'un d'entre vous, s'il le souhaite, ou si elle le souhaite, prenne la parole pour nous relayer qu'est-ce qu'ils ressentent dans leur commune, comment ils traitent le sujet vis-à-vis de cette réflexion vis-à-vis des ENR. Mon expérience, en fait, a évolué au cours de mon mandat. En 2020, j'ai été élue, c'était mon premier mandat. En 2020, c'était mon premier mandat et je savais que la question des éoliennes était quelque chose qui était structurant dans un village. Et j'ai commencé un petit peu à poser la question autour de moi. Dans mon conseil municipal, j'ai beaucoup d'agriculteurs, des petits agriculteurs et des grands agriculteurs. Et je dois dire qu'en fait, la première chose qu'ils ont commencé à me dire, c'est tu te rends compte, Marie-Laure, ça va me faire 30 000 euros, j'ai 3 éoliennes, ça va me faire 30 000 euros de retraite. Et moi, je me suis dit, je ne sais pas combien ils vont toucher en retraite, mais je sais que pour eux, 30 000, c'est beaucoup d'argent. Et on ne peut pas dire un trait de plume, c'est quelque chose que j'interdis. Alors, après, je leur ai fait... on a réfléchi tous ensemble. Et quand ils ne se représentaient pas ce que pouvait être une éolienne. On a des pylônes EDF qui passent en haute tension, qui font 70 mètres de haut. Comment 50 mètres, j'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que c'est largement moins de 100 mètres. Ma commune, c'est Saint-Hilaire-sur-Venaise, complètement dans le sud. Et quand je leur ai dit, tu sais, quand tu vas avoir une éolienne, et tu peux en avoir à 500 mètres de chez toi, c'est 3 fois la hauteur du pylône. Là, ils ont commencé à vraiment réagir et à réfléchir, et ils ont commencé à en parler à leurs enfants. Et maintenant, le conseil municipal, on a pris une délibération, nous n'aurons pas d'éolienne sur notre commune. On a obtenu un travail. Notre maire, rapidement. Juste 2 mots. Donc, je suis Alain Gourina, maire de Pommiers et vice-président de la communauté de communes et Guzor Jean-Paul Vallet de la Creuse. Juste quelques mots pour abonder. Je suis comme les artistes. Je suis des Marseille. Je disais juste que... Je n'irai pas plus loin. Voilà, pour abonder ce que disait le président Marc Fleuret, puisque je suis délégué justement pour la mise en place du Stradet pour représenter notre communauté de communes. Et les premières réunions qu'on a eues à Orléans, dans le schéma et la vision des représentants de ces départements-là, ils nous disaient donc on a l'espace nécessaire pour l'éolien. Donc ça ne, je veux dire, pose pas de problème, on est là. Donc à un moment donné, on a dit c'est bien joli, on ne voit rien juste à côté d'Orléans, juste à côté. Et dans ma réflexion, ça a été oui, mais on a 2 départements, je veux dire, où on a de l'espace, c'est-à-dire l'Indre et le Cher. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire dans l'esprit, je veux dire, au niveau de la région, que le débat n'a pas eu lieu à ce niveau-là, parce qu'on était déjà condamnés par rapport à ça. Thibault Lardocnet, conseiller régional, et je représente le maire de Préau, commune du nord du département. Je voudrais insister sur un petit point qui a été mis en exergue par Monsieur le Président Pierre Dumont, c'est la géothermie. Il se trouve que je restaure le château de Préau, ils mettent 600 ou 700 000 euros, l'ABF m'impose un certain nombre de contraintes, que volontiers j'accepte, même si ce n'est pas toujours évident. Je vais payer les fenêtres 2 fois plus cher. Il se trouve que
Voilà, je ne bouge plus. Il se trouve que j'avais un petit peu réfléchi, heureusement, le château de Préau est sur tout près de l'Indroit, donc on est dans un point bas, et les éoliennes qui vont s'installer, je les verrai probablement pas. Mais ça me fait mal pour ceux qui vont les avoir à côté d'eux. Par exemple, au Trangé ou à Eun, qui est à 6 ou 7 km. Donc je me bats en tout cas pour eux. Mais la géothermie est vraiment, je pense, n'est pas du tout exploitée comme elle le devrait. Je vais installer la géothermie à Préau. D'abord, c'est 2 fois plus cher, la géothermie de profondeur. Je pense que la moitié du département, compte tenu de ses nappes phréatiques, est éligible à la géothermie. C'est une excellente énergie renouvelable, une vraie énergie renouvelable. Or, les subventions sont ridicules. Sur un projet de 170 000 €, déjà 2 fois plus cher qu'une source d'énergie normale. Si je mettais une source, si je mettais du pelé, j'en aurais pour 80 ou 90 000 €. Là, je vais en avoir pour 170 000 ou 180 000 €. Donc, il faut vraiment en avoir envie. Et ensuite, je vais avoir 5 000 € de subvention. Donc, je pense que, monsieur le préfet, s'il pouvait y avoir une action pour faire remonter le fait que la géothermie est le parent pauvre des énergies renouvelables, ce serait très important, si je puis le permettre. Et pour terminer, je voudrais dire qu'avec mes collègues du Conseil régional, nous serions très heureux avec M. Forissier, qui dirige un autre groupe, de se battre au niveau de la région pour faire en sorte qu'effectivement l'Indre et le Cher ne soient pas si peu privilégiés par rapport à l'implantation des éoliennes, par rapport au reste de la région. Il faut absolument que nous nous battions ensemble pour que l'Indre, en particulier, et le Cher, je crois aussi, cesse d'être, je crois, pardonnez-moi cette expression, moi je suis ingénieur, j'accepte tous les débats, je suis profondément contre l'éolien et depuis 20 ans. Bon, j'ai réfléchi à la question depuis toujours, mais j'accepte le débat. Mais alors au moins qu'il y ait une équité dans la répartition des éoliennes. Voilà, merci beaucoup. Je vous ai signalé qu'on partait sur un format 90 minutes et nous n'avons pas prévu de soupe à l'oignon. Donc, et puis, monsieur le préfet a des obligations, le conseil départemental a des obligations. Ce que je vous propose, c'est de terminer par une dernière question de la salle et je laisserai la parole à nos invités et je laisserai la dernière parole à monsieur le préfet. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur le préfet, merci de votre présence. Et dans votre, allô, dans votre première introduction, vous avez dit un mot qui m'a sonné à l'oreille, c'est le mot eau. Pour en revenir aux éoliennes, je pense que le problème des éoliennes, pour moi, le problème des éoliennes, c'est qu'ils le prennent un peu à l'envers et qu'ils parlent du haut sans parler du bas. Et dans toutes les constructions, la base, c'est la fondation. Dans mon métier, j'ai monté des dizaines de bâtiments métalliques et à chaque fois, il nous fallait des dossiers de permis de construire, qui étaient instruits par diverses associations et puis trucs départementaux, qui nous autorisaient ou pas à construire suivant la qualité du sol et du sous-sol. Aujourd'hui, les parcs éoliens sont construits sans tenir compte ni du sol. Dans toutes les études d'impact, vous ne voyez pas le mot BRGM, vous ne voyez pas si c'est construit dans de la terre argileuse ou pas, et où on parle très peu des nappes phréatiques qui sont en sous-sol. Le cas à Maillet, je connais très bien, j'étais président du syndicat des eaux pendant 10 ans, et le BRGM a cité lui-même en 2018 et en 2019, la commune de Maillet est sujet au gonflement et au retrait de l'argile à 99,71%. Je doute que les 4 éoliennes qui sont prévues soient construites sur les 0,29%. Et la commune de Maillet a la chance d'avoir une nappe phréatique qui couvre pratiquement toute la surface de la commune, c'est-à-dire 6 km sur 4 km. Cette nappe phréatique, dont M. Corina, maire de Pommier, fait partie du syndicat des eaux, cette nappe phréatique est alimentée et dirigée par un syndicat des eaux qui s'appelle le syndicat des eaux de Maillet. Il y a 8 communes. Il est aussi, cette nappe alimente le syndicat du Val-de-Creuse, qui est tout le sud du département. Quand vous ouvrez le robinet à Saint-Plantaire, à côté du lac du Buison, c'est de l'eau de Maillet. Voilà. Il n'y a eu aucune étude de fait de savoir
comment on va construire une éolienne de 210 mètres sur un sol argileux à 100% et avec une nappe phréatique en dessous. Le moins petite pollution qu'il va y avoir, qui va la gérer? Toutes les sociétés éoliennes partent du principe que sur une nappe phréatique, ils se mettent en dehors des périmètres de protection. La nappe phréatique de Magnette contient 6 points de captage. À chaque point de captage, vous avez 3 périmètres de protection. L'immédiat, le rapproché et l'éloigné. Ce que disent les sociétés éoliennes, c'est qu'ils se mettent en dehors du périmètre rapproché, éloigné. Ce qui n'empêche pas que c'est l'ensemble de la nappe qui amène l'eau au point de captage. Tous les présidents et les maires qui sont propriétaires d'une nappe phréatique ont fait ces périmètres de protection le plus petit possible pour ne pas pénaliser les éleveurs ou les cultivateurs qui étaient propriétaires des terrains. On s'est retrouvés, j'étais président du syndicat des eaux à ce moment-là, on s'est retrouvés à faire des périmètres de protection dans un maximum de 300 mètres de rayon. Or, la nappe, l'aire d'approvisionnement, ce qu'on appelle l'AAC, c'est l'aire d'approvisionnement de captage, des captages, regroupe l'ensemble de la nappe phréatique. C'est-à-dire que si le point culminant le plus important de la périmètre de protection fait que 300 mètres et puis que votre nappe fait 4 km, on aura quand même de l'eau qui va aller au point de captage. Et ça, les promoteurs éoliens se servent de ça. La seule personne, monsieur le préfet, qui peut modifier cette loi, parce que les présidents de syndicats des eaux et les maires ne peuvent pas, c'est vous qui pouvez mettre une zone de protection de la AAC. C'est-à-dire qu'à partir de là, on pourra préserver notre nappe. La question, si j'ai une seule question à poser, c'est qui sera responsable s'il y a une pollution d'une éolienne sur la nappe phréatique? Je ne vais pas dire que vous séchez ou vous brûlez sur la question. Néanmoins, avant de prendre la décision, elle reviendra à la commune de le définir dans sa zone d'accélération. Et ces arguments que vous venez d'évoquer peuvent tout à fait rentrer en ligne de compte pour forger la décision du maire d'octroyer ou non l'installation dans une zone, on va dire, d'accélération. Sur la responsabilité, je n'en sais rien. Je vais vous le dire très clairement, peut-être sous le regard sévère de la DDT, il a peut-être des éléments. Vous avez des éléments de réponse, Rick? C'est le porteur de projet qui sera responsable en termes de pollution. Alors attendez, non, on ne va pas faire le débat. On va pas faire le débat, mais en tout cas, vous avez un élément de réponse direct. Ah, alors là, c'est différent. Alors, je regrette, mais avec les points de vue, juste un point, c'est que j'avais pour une ligne de conduite ce soir de ne pas aborder les individualités. Parce que je ne peux pas faire de pression sur les maires. Donc, je retire la réponse que j'ai donnée parce que je veux que les maires agissent sereinement. Je sais que le débat est compliqué, ce sera pour moi le mot de la fin. Je veux qu'ils puissent pouvoir administrer dans le calme, dans le débat et la sérénité. Ce sont des zones d'accélération qui leur appartiennent maintenant. Et je le répète, avant que ces zones deviennent définitives par des modifications, je suis enclin à suivre, dans le pur débat démocratique, le respect des communes au travers de ce que veulent les maires, ainsi que les COMCOM ou les communes qui sont limitrophes dans la zone qui, on va dire, en question. Je vous remercie. Je ne vais pas pouvoir répondre à tout. La loi Armer introduit la notion de raison impérative d'utilité publique majeure. À partir de ce moment-là, expliquez-moi comment une commune, un maire, pourra dire je ne veux pas d'éolienne. Le tribunal, les juges... Alors, vous n'avez peut-être pas suivi tout ce que j'ai évoqué. Mais je le redis, et de façon rapide. Mais ce qui m'embête un peu, c'est que comme tout ceci est filmé, si je suis trop court, on pourrait retenir des passages trop courts. Donc, je vous propose d'en rediscuter après. Je pense qu'avoir été assez clair sur les zones d'accélération, sur la capacité que les communes ont de pouvoir par la suite modifier leur pays pour respecter ces zones d'accélération. Chers amis, nous nous étions engagés auprès de M. le Préfet, de M. le Président et de
notre député, à respecter les horaires, ce que nous n'avons pas tout à fait réussi à faire. Donc je les remercie à nouveau, d'abord de leur présence, de la qualité de ce débat, de la pertinence de leurs réponses, de leur écoute. Il est évident qu'on n'aura pas réglé tous les problèmes ce soir. Moi, je retiens deux choses. La première, c'est que la balle est, semble-t-il, dans le camp des maires. Donc, il faut que les maires se bagarrent. Je ne suis pas absolument certain que l'arbitrage entre un maire qui voudra des éoliennes chez lui et ceux qui sont autour et qui n'en veulent pas sera facile. Là, monsieur le préfet, vous allez avoir un jeu d'équilibriste assez sportif, mais après tout, c'est en tout cas la règle du jeu, semble-t-il, qui se présente à nous. Sachez en tout cas que remplir une salle comme celle-ci, ça ne se fait pas facilement, donc c'est le témoignage de la détermination de nos associations. Et croyez-moi, qu'il me va depuis plus de 12 ans contre un projet sur la commune d'Orsène, tous sont aussi déterminés que moi. Donc nous comptons sur vous, monsieur le préfet, sur vous, messieurs nos élus, pour comprendre nos préoccupations, pour les faire remonter au gouvernement, puisque vous en êtes le représentant. Comptez sur notre détermination, notre vigilance. Nous espérons ne pas en arriver à l'émergence d'un nouveau mouvement de gilets jaunes qui a été évoqué tout à l'heure, ce serait dommage. Mais notez quand même l'inquiétude et l'exaspération des gens de nos campagnes. Merci, monsieur le préfet. Merci, monsieur le président. Merci, monsieur le député. Nous sommes très, très sensibles à votre présence. Et alors, je dis à tout le monde que Fabien Bouglet signera son dernier ouvrage à la sortie. Je vous le recommande. C'est une sorte de Bible sur les énergies. Et le lire, c'est se cultiver et pouvoir parler. Merci à tous de votre présence.